Mais sinon, c'est sur la base de telles dispositions que vous payerez les 4 années de délégation. C'est ce que je veux savoir, Monsieur le Président. Je vous remercie. Okay, honorable members, may I suggest that we form this committee immediately and before we proceed. And I will form a 5-man committee to be headed by Honorable Jibo, Honorable Asim, Honorable Gabriel, Honorable Haruna Bishara, and Honorable Linda will be members. Yes. Et je veux être membre de cette commission avec l'honorable Abienté, parce que nous sommes quand même ceux qui No, you don't determine who is going to be. No, I will not accept that. I will not accept that. I'm sorry, I will not accept that. I am the presiding officer. I determine who become members. I'm sorry. I'm sorry, my dear sister. With all due respect, I think I have agreed on everything that you have said. I am going to form a 5-man committee, and the 5-man committee, I will suggest the names. It just will be shocking. Please allow me. Please. I have suggested 5 names. Are we okay with it, or we are not okay with it? I've not come to you yet. Monsieur le Président, no, attends, please. You have spoken. She has spoken. Villain. Yes, go ahead. Non, Monsieur le Président, je n'ai pas terminé, Monsieur le Président. Si vous voulez... Monsieur le Président, mes chers collègues, attends, just wait. Certainement que la pause pour la prière du vendredi a apporté un vent de sagesse, un vent d'apaisement, que tout juste à la reprise, des solutions sont en train d'être recherchées. Quand cela ne tienne, je sais que dans beaucoup de pays, dans beaucoup de parlements, pour éliminer une question, il faut adopter la stratégie du pourrissement en créant des commissions ad hoc qui vont s'enliser, et nous sommes à la veille de la fin de cette législature. Monsieur le Président, je me rappelle qu'à Bissau, vous aviez créé une commission ad hoc. J'en étais moi-même membre avec le doyen Djibo. Madame Ladab et SG étaient membres. Monsieur le Président, je pense sincèrement pouvoir dire, moi, Ablaye Villan, je ne pense pas dans l'esprit des autres, que sur cette question, ne serait-ce que sur la question des moyens de sensibilisation, vous êtes honnête. Jusqu'à preuve contraire, je ne peux pas vous reprocher quoi que ce soit sur ça. Mon point de vue est constant. Parce que ce n'est pas vous qui refusez cela, c'est SJ, c'est moi qui n'ai plus là. Mais c'est lui-même qui me semble se poser à cette question-là. Donc, Monsieur le Président, si nous voulons vous aider, nous aider nous-mêmes, nous devons vous encourager à donner l'ordre de paiement avec des arguments clairs, en indiquant que ça a été chaque année utilisé. C'est une tradition, une pratique du Parlement. Le contexte fait que nous voulons redorer le blason et l'image du Parlement. Il faut donner ça à chaque délégation, moyennant en contrepartie un programme et des actions, ou alors après même des preuves d'une utilisation correcte, saine et régulière de cet argent. Si nous faisons cela, ce point est déjà vidé. Pour les autres questions,
qui restent toujours d'actualité et pour lesquels, il me semble, tout le monde peut ici témoigner que vous faites des efforts pour aller dans le sens des critiques qui sont faites. S'il faut créer une commission, vous avez la prérogative de proposer une commission dans sa proposition. Mais dans tous les parlements, c'est la plénière qui est souveraine. Les collègues peuvent, Monsieur le Président, appeler à votre attention tel ou tel profil. Et je voudrais vous suggérer de ne pas le prendre comme une défiance à votre autorité, mais de considérer que ceux qui portent ce combat gagneraient à être dans la commission pour que eux-mêmes, les questions qu'ils posent soient prises en compte par la commission. Mais si vous les enlevez eux-mêmes et que vous mettez d'autres, certainement, parmi lesquels certains sont partants. Personne, je ne suis pas un devin, mais le doyen Djibo est très sage, il a de l'expérience. Mais son pays est dans une situation délicate. D'autres collègues que vous avez proposés sont sur le point de départ. C'est-à-dire qu'il y a des pays où les députés actuellement membres du Parlement ne sont pas reconduits chez eux et on attend la fin de cette législature pour les remplacer. Okay, so la délicatesse. Donc je voudrais que if I get you right, one, I have obligation to set up the committee, but on the issue of the membership of committee, you want me to get members who will continue to stay in this parliament. That's it, right? I think that's what I get from you, which makes sense, which makes a lot of sense. So it's sort of, because you are right, because I think Honorable Djibo is going, Honorable Assimi is going, so I can replace them. But by the way, before I get to that, on the issue of membership of the committee, this is Parliament. Again, let me just repeat this to honorable members. This is our Parliament. We own here. This is our turf. If I set up a three-man committee comprising of, say, Harvey or Alipui or Orlando, it's for everybody. They are only leading. They have the right to co-opt anybody, and every member has the right to sit in that committee. So by your name not being on the list of committee members doesn't mean that you cannot make contribution to that committee. No. It's just like any ad hoc committee that we set up in this parliament, even for finance. There are people that are not on the, normally not on the committee, but they have more ideas when it comes to budgeting. They have more ideas when it comes to finance. So those people are always called upon. In this particular case, I'm setting up a committee that will talk to the administration, a committee that will talk to people like Ajaratu, who has been championing these issues. And by the way, the issues that you are championing is for every member of parliament. I am not outside of that. It's for everybody. Whatever you are fighting for is for everybody at the end of the day. So the committee will look at everything. We call Ajaratu. Ajaratu, you have been championing this for some time now. Can you tell us your viewpoint? They will collect that and put it in whatever report they are submitting. You do not necessarily have to be there, my dear sister. But that's how it is. That's best practice. And this is a regional parliament. We must uphold best practice. Please. Please. Yes, let me hear from you again. Merci, Monsieur le Président, mais je pense que, chers frères et chers présidents, nous ne sommes plus dans un rapport de confiance, en tout cas pour ma part, parce que cette commission, comme le président l'a dit, depuis belle lurette devait être installée et malheureusement n'a pas pu fonctionner compte tenu peut-être des membres qui avaient été désignés. Et nous voulons que cette commission soit fonctionnelle et on a seulement 2 mois avant votre départ pour que cette commission puisse travailler. C'est pour cela que je me suis proposé. Vous-même, vous avez dit que je suis championne de ces sujets-là. Mais je pense que si nous avons porté des sujets pendant longtemps, on a des raisons et nous avons des motivations. Voilà, donc c'est pour cela que nous suggérons
On ne vous I impose understand. pas, mais nous suggérons que nous No. puissions faire partie. What do we do? Voilà. Let me tell you something. Je ne veux pas contribuer en tant que ressource extérieure. Je veux être membre de la commission, s'il vous plaît, monsieur le président. Monsieur le Président, Let me tell you what we are going to do. Monsieur le Président. To allay your fears. I'm coming. Attends. Monsieur le Président, vous m'aviez donné parole. Monsieur le Président, vous m'aviez donné parole. Oui, c'est moi, monsieur le Président. No, something big. I'm coming. I understand. Just wait a minute. Hello? You know, because you started something, and I understand where you are going to. I just want to make sure I'm able to settle this as soon as possible because we have to move on with the business of the day. Ajaratu, your fear is we have had this kind of situation before. We have had this kind of debate before, but we didn't go anywhere. So what I would suggest we do this time around, we are going to have a committee with a mandate to report before the end of this session. I think that will help because most of the time probably we are giving setting up committees, give them their terms of reference, but we are not giving a timeline. So this time around, in the interest of everybody, I think it's better we give a timeline, and that timeline should not be beyond, let's say, the 6th, next week Wednesday. They should be able. By next week Wednesday, they should be able to give us a report. Monsieur le Président. Wait, I'm coming, please. Some people after you. After me, it's you. Don't worry. After I speak, I come to you. Huh? No, he started his debate. Let him continue first. So I think we can set up a committee. We can set up the committee, and after that, we can agree on the date, the timeline for the committee to report to the plenary. Okay, so after you, Linda Alipui, yes, and then Honorable. And you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est moi qui ai porté cette idée de création d'une commission ad hoc. Peut-être que, si vous le permettez, je voulais dire ceci d'abord. Sur le principe d'une commission ad hoc, c'est l'article 34 du règlement intérieur qui prescrit la modalité ou bien la composition d'une commission ad hoc. Et le texte dit que le président soumet la proposition à l'approbation de la séance plénière. C'est la séance plénière qui est souveraine pour décider de l'approbation de cette commission-là. C'est ce que l'article 34 dit. Et j'aurais souhaité, Monsieur le Président, que la composition de cette commission soit consistante. Qu'est-ce que je voudrais dire? Qu'il y a au moins 10 à 12 personnes dans cette commission. Et, Monsieur le Président, dans l'élaboration des thèmes de référence de la mission de cette commission, j'aurais souhaité que, quand la commission serait composée, qu'une équipe soit mise en place au sein de cette commission en collaboration avec le secrétariat général pour élaborer les thèmes de référence de cette commission et le calendrier des activités de la commission. Thank you. All Merci right. beaucoup, Monsieur What le we Président. can do, you are a lawyer. You, something big. You are a lawyer. You are an advocate. So I are an advocate. So what we are going to do, the last part of your statement that you believe we should have a terms of reference, right? If we are going to have a terms of reference, that is going to take us another 2-3 days, trust me, or even a week to put the terms of reference together. So, in my opinion, our terms of reference should be the response to this Parliament by the President of the Commission. The letter from the President of the Commission should be the terms of reference. Let the committee look at it and then make a recommendation to the Honorable Speaker for the attention of the plenary. If that is okay, otherwise,
we can still, I can still ask you to join, you and a few others to join the secretariat to do the terms of reference. What about that? What do you say? Linda? Thank you very much, Mr. Speaker. May I most respectfully suggest that Honorable Ajaratu and Honorable Abiante be part of this. I think it's important. Fine. Thank you. That's what you want. Fine. What about you, Alipoli? I'm not sure that I'm very comfortable with the direction that this issue is taking. We'll put this committee in place. They will do some work, and I'm afraid that a week from now we'll be back to square one. I believe that if you look at the room, the whole this afternoon, there are not many MPs. Most of the MPs that are here are for the countries that have to present a report, so they're here to support the report of their country. This issue has been going on for a while. Why don't we maybe ask the press to leave us and we take 30 minutes, we get into the issue, not to argue, to say I'm right, you are wrong. If there are some decisions we have to make, we make them. If the DAC and the SG and these guys are here, we see if technically what we want to do can be implemented. We make those decisions we have, so that it's not when people come from the commission, when everybody is here, and then we are always having people who are talking. I don't believe this committee will solve anything, unfortunately. But I mean, it's just my opinion. As something What I want to do, if you allow me, I agree with Dylan that really the membership of the committee should be members who are going to continue in this parliament. So, but I also have the belief that the champions, somebody like Ajaratu, should not be a member of the committee. Ajaratu should be like a resource person that they can talk to, they can call, because she has maybe a little bit more ideas on the divorce. She can be co-opted somehow into the committee, but I don't want her to be a member of the committee, but she can actually be co-opted. Abiante definitely can be a member of the committee, I think. So if we can just, on the issue of the, what was the rule that you were quoting for 10 or something members of the committee? If we're going to have a very large committee, I don't think it will serve the purpose. Let us just have just 5-man committee, or maybe 7. 7 is fine. 7, we can do 7. Look, this is parliament. We can regulate ourselves. This is parliament. Even if the 2/3 was 15 people, but we amongst ourselves can regulate ourselves. So if it is acceptable, then we can take 7. And if you allow me, can I make a new list? And the law is very, very clear. I present. Monsieur le Président. Wait, no, I'm talking first. Wait, after. If it is okay, I can still present a new list, and then we'll take it from there. Yes, Alipoli. Thank you very much, Vice Honorable Speaker and dear senior brother. And that will be my last intervention on this matter. Go ahead, man. Go ahead. So my point is that, is it necessary to put this on? Can we have a frank discussion? Make the decisions that we have to make. There are technical decisions. I think it's better for the committee to report, and then we can debate the report of the committee. It's better. It's better to have a committee, and then the committee can. Honorable, yes. Thank you, Mr. Speaker. Yeah. I think I have the floor. Yes, you have the floor. All right, thank you. First of all, I want to commend your maturity. You see, we are all parliamentarians from our different countries, and we know the rules of parliamentarianism. Now, the leadership of any parliament have the powers to set up committees. I think sometimes we get carried away because the speaker is too humble, and people sometimes they are not even called, they will start talking. It is wrong. People should know that somebody can be suspended from this parliament.
And I think, Mr. Speaker, you should cross-check your powers. We were the ones that elected you. We put our confidence in you, and people should not trample on your rights. Usually, ad hoc committees, you get an odd number, either 5, 7, 9, 11, so that during voting, it can easily be sorted out. But the way to go is to have this committee, give a time limit, and let them sort it out. By the time we come to the plenary and present, we will not take too much time because we would have consulted with the different... Exactly. You are right. So, because the ad hoc committee will be able to actually consult MPs, etc. Honorable Murasa. You see, that's why I said you should not be concluded that committee. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup encore une fois de plus d'avoir eu le courage d'écouter les honorables députés. Seulement, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec vous de dire que les membres que vous allez choisir peuvent opter d'autres membres pour la commission. Non, non. Nous ne sommes pas, ce n'est pas la première fois qu'on est dans des institutions. Les membres qu'on aura choisis ici seront les membres de droit qui vont siéger pour la commission ad hoc. Ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste n'ont qu'à se battre à d'autres commissions. Vous avez parlé des députés qui vont partir. Donc le Sénégal doit être représenté par Abdoulaye Wilane, puisque Aimé Assine, comme on l'a dit, il doit partir. Donc le Sénégal doit avoir un représentant. Et je suis pour que chaque pays ait un représentant. Nous sommes là à part entière. Nous sommes tous des parlementaires, délégués par nos pays. Nous devons avoir tous des renseignements. Nous devons tous avoir des informations à propos du travail qu'on est en train de faire ici dans le Parlement de la CEDEAO. Je ne suis pas d'accord qu'on choisit 5 ou 7 ou 10. Nous sommes 11 ou 12 pays. Chaque pays doit avoir son représentant là-dedans et ils vont nous rendre compte en plénière. D'autre part, Monsieur le Président, je crois que Adjaratou est une femme, est une fille. Vraiment, d'ailleurs, vous l'avez dit, que c'est elle qui a souligné cette question. Donc, elle ne peut pas être personne ressource parce qu'elle est parlementaire comme tout le monde. Elle doit être membre de cette commission, défendre cette commission et nous rendre compte. C'est ça ce que demande ECOWAS. Donc, c'est ça ce que j'avais à dire. Aimé sera remplacé par Abdoulaye Wilane puisque Souleymane Ndoye n'est pas là. Je vous remercie. Okay. No, please. You know, it's going to 4 p.m. No, please. We just had a suggestion from Honorable Warasa that we should have representation from every country, which means there are 11 of us now. 11. That means we have a committee of 11. Can every country give me a representative? With the exception of Côte d'Ivoire, don't choose Adjaratou. Thank you, President. I think it's better that way. Yeah, every country, the leaders of the delegation, please give me your names now so that we can announce it. Non, Président. Non, le Président. Avant qu'on passe à cette étape, je voudrais donner une précision aux parlementaires nigériens qui ont pris la parole tout à l'heure, monsieur frère, docteur, voilà, j'ignore son nom. Mais peut-être pour lui dire qu'il se rappelle. Honorable Adjaratou, no. We are not opening a debate on that. No. Du président. We are not opening a debate on that at all. C'est plutôt le président du Parlement qui a piétiné les droits des députés. Ça, il faut que ce soit clair. Voilà, c'est plutôt le président du Parlement Tunis qui a piétiné les droits et les faveurs des députés. Voilà. Donc, nous n'avons pas dénié les droits du président, ni ce qu'il a fait. Il a le droit de mettre en place et de valider une commission, mais les membres de la commission doivent être approuvés par la plénière. C'est la plénière qui approuve. Ce n'est pas le président qui impose les membres à la plénière. Du Parlement. Donc, je voulais juste vous rappeler ça. Je vous remercie. Thank you very much. Honorable members, Rule 34 of our Rules of Procedure says, the membership of an ad hoc committee is presented
by the speaker. No, I'm coming. It's presented by the speaker. That's Rule 34. But I don't want to go into that right now. Honorable Warasa made a suggestion. Can I have the leaders of delegations to just nominate one person per country so that we can have this committee set up? Honorable, please, I don't want us to belabor this point. Let us just have these committees now, because we need to do our country report. Please, call the names of the countries. Starting with Cote d'Ivoire. Can I have representative from Cote d'Ivoire? Huh? Koulibaly. Koulibaly. Adjaratou. Okay, Honorable Adjaratou, Cote d'Ivoire. Togo. Togo. It's going to be Honorable Soklango. Honorable Soklango, Togo. Sierra Leone. Honorable Emerson Lamina, Sierra Leone. Guinea-Bissau. Gabriela. Okay. Niger. Osman Diago. Senegal. Senegal is Villa. Monsieur le Président. Monsieur le Président. C'est moi le Monsieur le Président. Monsieur le Président, il ne faut pas avoir pardon, Monsieur le Président, on ne peut pas voir quelque chose et son contraire. On a dit tout de suite que les députés qui doivent donc c'est Milan. Orlando. C'est Milan. I'm coming, c'est please. Milan. Senegal, wait. Senegal, attends. Kevad. Orlando. Which one am I again? Benin. Huh? Benin. Anybody from Benin? None of them are here. Who was here this morning from Benin? Huh? Okay. I don't know. Nigeria. Aviate. All right. No problem. Where is? 11? We got 11. Senegal. On a dit tout de suite, Monsieur le Président. Oh, Liberia. Honorable Captain was around. Honorable Captain. Fatmata. Huh? It is to find out from these guys what they get their audio source and run cable that will take directly from one place to here. Ghana, who was here this morning from Ghana? Ghana? I'm doing this like this. It tells people what None of them are here. I think they know what they're doing. Huh? That's a people that will Put Senegal. Senegal, see. Voilà, Monsieur le Président. No speech again. It's you. You are head of delegation. You say it's you. It's okay. C'est pas. Non. C'est pas moi. C'est où? Pourquoi c'est lui? Il n'est plus député, il est parti depuis longtemps, il est remplacé. Je peux dire à ma soeur qu'il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Il respecte personne. On a dit avant Moi, je n'ai pas demandé à être là-bas et je ne veux pas être dedans. En ce moment-là, Parce que je considère que moi, il y a des gens qui ont vécu la période de cet argent, qui sont plus expérimentés que nous, qui ont vécu cette période. C'est pour cela que j'avais demandé pour dire, ce n'est pas par rapport à ce qu'elle a raconté là, mais c'est parce que je considère que Béla est plus imprégné que moi par rapport à ce problème. Et je suis entièrement d'accord pour qu'il soit coopté au nom du Sénégal. Il faut avoir l'habitude, il faut se discipliner. Il faut être discipliné. C'est pas ce que tu avais dit en premier temps. Tu avais dit que c'est toi. Alors que tu devais quitter. Tu as dit ça. Yo, quoi? Tu as dit c'est moi. J'ai dit non, c'est pas toi. Parce que tu n'as pas fait. Si tu me respectes, je te respecte. Tu me connais très bien. Hein?
Moi, je fais partie de l'Assemblée nationale du Sénégal. Depuis 15 ans, et tu me connais très bien. Je ne suis pas mes responsabilités. So Je n'ai you pas have de all these personne. names now. C'est toi qui as dit que c'est moi qui ai dit, c'est pas toi. Parce que tu ne fais pas Who is talking? de Alors, si tu avais dit ça à mon premier temps, je ne dirais pas que moi, je ne te respecte pas. Honorable members, honorable members, so the committee, we agree that this committee will be set up. You want to say something? Yes. On the committee, we agree now. For the timeline, the 6th is not too far. We can bring it to Monday, so they work this weekend, and by Monday we know. And if the decisions have to be made, then they are made and implemented. Because then we're The reason why I said the 6th is because the 4th I will not be in Parliament. The 4th I will be at the Commission for the whole day. I'm just thinking that. Or Tuesday maybe. Because I'm just thinking, if there are some decisions that have a financial impact, and we're getting. Yeah, we have to go back to the Commission. Yeah, Tuesday is better. Tuesday. Honorable members, so we have agreed on the composition of the ad hoc committee, and in line with Article 34, I will present it to plenary. We have Honorable Gabriela, Honorable Emerson, Honorable Sama, Honorable Sokligwe, Honorable Ajaratu, Honorable Ili Ago, Honorable Gilan, Honorable Hazum, Honorable Orlando, Honorable Abiante, Honorable Haja Fata, Honorable Samsi Ahi. When the committee meets, they can decide on their chairman. And the terms of reference for this committee will be to look at the letter that we receive from the president of the commission and make recommendation to the plenary for further discussions or actions. Yes, Ajaratu. Après Ajaratu. After Ajaratu. Merci, Monsieur le Président, pour avoir accepté ma présence dans cette commission ad hoc. Mais comme vous l'avez dit, je suis d'accord que cette commission, les thèmes de référence de cette commission seront les 2 points évoqués par le président de la commission de la CEDEAO en ce qui concerne les procédures d'embauche et le paiement des frais des tickets. Mais il y a un 3e point que vous avez évoqué et validé ce matin qui concerne la prime d'utilisation pour la sensibilisation. Et vous avez aussi dit ce matin que cette prime sera reversée aux différentes délégations et même faire le rappel des 3 ans en arrière, donc ça veut dire 4 ans. Donc je voudrais savoir, Monsieur le Président, comme moi, je souhaiterais que tous les députés soient informés en même temps que moi sur la procédure pour que les délégations puissent recevoir les 4 années. Et compte tenu, je le disais tout à l'heure, que compte tenu de l'année budgétaire qui s'expire en fin d'exercice de chaque année, depuis que vous êtes là, la première année, vous n'avez pas payé les délégations, donc je suppose que l'année budgétaire s'est inspirée ainsi de suite. Comment vous allez payer ces 4 années de prime de sensibilisation aux délégations? Est-ce que je voudrais savoir? Merci, monsieur. Okay. Thank you. I think we can address this. Immediately. We have 2 items, I think, on the president's letter. Please add this to be the 3rd item, because this committee has a right, in as much as I have given instructions this morning, but the committee can now work with the administration as to the modalities in making those payments possible. How are we going to do it? Because the question you are asking, I have no answer for it. I am not an administrator. I'm a parliamentarian speaker. I don't know budget business. I don't know money for last year. I don't know money for this year. That's why it's important, especially for the
in the interest of the parliament, the plenary members, general membership, you are in the committee, I have been given instructions this morning. You deal with the administration. If there are issues, you bring it back to us. But I think it's better to work with the administration and make this particular point a third item that you can look at. But definitely, what you are talking about, I have no idea, and I'm sure the Secretary General sitting here has no idea as to how he can respond to that right now. But as a committee, you can always call on the Secretary General, on the Director of Admin and Finance, the DAF, and you sit together. And the committee may even make suggestions to them as to how they believe that they can be able to easily effect these payments. That's how I look at it. Okay, so Monsieur le Président, can we agree je ne veux pas I'm coming. We already have added the third point. Can we first of all adopt this committee? After adopting the committee, you already now have the terms of reference, and then we'll take it from. You can start work immediately after the sitting. Yes, Honorable Soplido. Yes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que nous avons omis de mettre un représentant de la Gambie. Il n'y a pas la Gambie qui est là de la composition de la commission. Je crois que Samba était là, il est là ce matin. Samba. Honorable Toronka. No, it's not. We'll put Honorable the head of delegation, Gambia. Tonkara, sorry, Tonkara. He's here. No, il arrived today. Arriving today. Je pense également. Actually, you said you have all the list there. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé mes propos. Go ahead, please. No, please. He's still on his toes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon micro ne travaille pas, apparemment. Je disais que je n'avais pas terminé mes propos, Monsieur le Président. Je crois que je l'avais dit d'entrée de mes propos qu'il y a véritablement des sujets qui sont connexes. Et pendant, par rapport aux deux points fondamentaux que vous avez nommés. Je voudrais que, à partir de cette commission, un travail de fond soit véritablement effectué pour éclairer la lanterne de manière efficace, la lanterne de nos collègues, pour que, à partir de cette commission, ce sujet revienne dans nos discussions bien fasse l'objet de nos débats. J'insiste là dessus parce que tout de suite, les gens disent qu'il faut travailler demain et puis après-demain, on a un rapport, il faut aller faire ce sujet. Je voudrais qu'on fasse un bon travail. Je voudrais que cette commission fasse un bon travail. Ce serait la fierté de vous, Monsieur le Président. Ce serait la fierté de ce travail. Okay. Are we seeing tomorrow? Okay, tomorrow, what I would suggest you do, let the committee members meet immediately after sittings today and advise me on the timeline. Okay? Can we, honorable members, can we close this debate and move on with our motion adopted? Okay. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. She's on the Thank you, Mr. Having constituted I want to move that adopt this committee at some point. Any seconder? It's been moved and seconded. It's been seconded
Any counter motion? In the absence of any counter motion, so the committee is adopted. Yeah, you can. What do you want to say? Que les deux points du président de la commission seront considérés comme les thèmes de référence de cette commission. Donc, le troisième point, vous l'avez validé ce matin et vous avez annoncé ce matin que les procédures sont déjà engagées pour le terminement des délégations. Donc, je dois comprendre, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. Les deux points qui font problème sont cités dans les lettres, dans le courrier du président de la commission. Ce problème d'utilisation n'est réellement pas Okay. Thank you. Ma préoccupation, c'était de savoir tout ce que vous avez annoncé ce matin que vous payerez de 4 ans. Voilà, donc moi je voudrais savoir comment la procédure va se mener pour que vous puissiez être en position de 4 ans de paiement. First of all, let me make a correction. Let me just make a correction. I instructed the Secretary General and the DAF to effect payment of the sensitization, the money for sensitization to the various country delegations. The question that you asked just now was assurances for the previous years. And I told you, and the method. The method for payments, they have been paying this money. When I got to this parliament in 2018, I received it in 2018. So, yes, yeah, I received it. I received it. I told you we are the last people that I received. Yes, $10,000 for Sarah Hill. I received it. In fact, I was paying to my account. So, it was only after that the commission told us it was no longer possible. But then, like I said, we have really not ever made any effort. We have only just been listening to the commission. They say the commission says so, the commission says so. That's why when the issue came out this morning from the lab, I said, no, administration, go ahead. Use your procedure to pay. If they block us, fine. Then we can come back to parliament. But let us make some effort to make sure that the money is paid. On the issue of the previous years, I'm not an accountant, I'm not an administrator, I have no idea how that works, because what instruction I just gave is the budget I'm working with right now, which is the 2023 budget. But with the committee, that's why I said, if your committee can talk to them, there are accountants in your committee, there are people in your committee who may be knowledgeable as to how to retrieve those payments in the past. Or maybe we can even write to the commission. But for today, please, we have a committee that has just been set up. We have the terms of reference, I think, that has been adopted. I think we should move on with our country reports. Cape Verde, please. Cape Verde. Cape Verde. If there's a way, it's already 4 p.m. If there's a way we can actually summarize the reports, it will be good so that we'll be able to go home early. No, Dylan, no, please. Motion d'ordre. Juste, Monsieur le Président, je voudrais proposer. Monsieur le Président, je voudrais proposer que pour les 2 rapports pays qui restent, qu'on permette aux rapporteurs, aux présentateurs. Translation, please. Je reprends. Monsieur le Président, chers collègues, vu l'heure qu'il fait et les débats sur les 3 rapports pays qui nous attendent, comme ces rapports pays sont traduits à toutes les langues et que depuis ce matin, tous les parlementaires en disposent, je voudrais proposer que nous, les 2 rapporteurs qui restons, nous soyons brefs, que les collègues acceptent qu'on lise juste l'introduction et la conclusion, étant entendu que chacun d'entre nous a le document en la langue qui l'arrange, et c'est ça que je voulais proposer pour qu'on... C'est une motion d'ordre.
Merci, Monsieur le Président. De les envoyer discuter et puis ensuite on doit rafraîchir le rapport. Je propose que si on ne peut faire qu'un seul rapport aujourd'hui, qu'on le fasse et puis le reste on décale, comme ça on fait les choses correctement. Merci beaucoup. We already have we have 3 reports for today. We'll finish with one. This is the second one. So if we can summarize it, I believe we'll be able to do both reports today. But it's better we just deal with the two. It's all part of the parliamentary work. There is nothing. Everybody is. We don't live in Abuja. We live in our respective countries. So we are here. We can take care of this. No sport today for you. No gym. Go ahead, please. Ok, boa tarde. Sr. Presidente do Parlamento, Sra. Vice-Presidente, Sr. Secretário-Geral, Sr. Diretor, caros colegas deputados aqui presentes. Estou aqui a apresentar o relatório, resumidamente, o relatório de Cabo Verde, elaborado pela delegação, composta pelo colega Orlando Dias, que é chefe de delegação, deputada Rosa Rocha, Luísa Costa, Carlos Tavares e, por mim, deputado Nelson Brito. Bom, situação política. A situação política é conhecida por todos, porque eu vou aqui resumir muito, e dizer apenas que no próximo ano, no quarto trimestre, teremos, em 2024, as nonas eleições autárquicas da nossa história democrática. Portanto, é uma situação estável de uma democracia com um bom funcionamento, conhecida por todos, não vale a pena aqui continuar a falar muito. A situação de segurança. Quero dizer que, relativamente à segurança interna e ao crime organizado, o Estado de Cabo Verde vem adotando duas medidas assentes no princípio da tolerância zero à criminalidade, incluindo a realização periódica por parte das autoridades policiais de operações especiais como medida preventiva contra assaltos e criminalidade, praticados por jovens delinquentes, que têm sido uma preocupação para a população, sobretudo nos bairros de Cabo Verde é um país seguro e confiável. Consegue garantir a segurança aos residentes, aos turistas, inclusive segurança jurídica aos investidores, o que justifica o seu sucesso na atração de investimento direto estrangeiro, tão importante para o seu processo de desenvolvimento. Situação sanitária. Os dados atuais, portanto falamos aqui de novembro, indicam que o país contabiliza 49 casos ativos de Covid, ou seja, estamos a falar no total de quase 64 mil casos recuperados, 414 óbitos, de um total de 64 mil casos positivos acumulados na pandemia de Cabo Verde desde o seu início. A campanha de vacinação em Cabo Verde teve muito sucesso. Iniciou-se em 18 de março de 2021, vacinação contra a Covid, e a 30 de junho de 2023. Portanto, este ano, o país contava com 98,5% da sua população elegível vacinada com a primeira dose e 86,5% com as duas doses. Cabo Verde foi premiado pela OMS pelo bom desempenho no processo de eliminação do paludismo. Há mais de 5 anos que o país não registra nenhum caso autóctone de paludismo e só tem registrado casos importados. Cabo Verde lançou pela primeira vez, a 7 de novembro de 2023, a vacinação contra a gripe para pessoas com mais de 65 anos de idade e para grupos de risco. Também em 2023, Cabo Verde lançou as campanhas de vacinação contra o papiloma do vírus humano, HPV, que engloba tanto as meninas como os rapazes dos 10 aos 13 anos, com o objetivo de vacinar crianças antes da sua entrada na atividade sexual, como forma de contribuir para a redução do cancro uterino
e a vacinação dos profissionais de saúde e dos trabalhadores contra a hepatite B, também neste ano de 2023. Estado de implementação dos testes comunitários. Cabo Verde continua evidenciando esforços no sentido de retificação de vários testes comunitários que ainda não foram. É importante realçar a publicação de alguns instrumentos relacionados com a integração de Cabo Verde na comunidade, realizando assim atualmente 44 acordos, convenções e tratados ratificados. Direitos humanos. De acordo com o segundo relatório de Direitos Humanos 2010-19, Cabo Verde faz parte da atividade mundial no que se refere à promoção e proteção dos direitos humanos. Cabo Verde é reconhecido internacionalmente, sobretudo por instituições que se ocupam desta matéria. Todavia, há ainda desafios que restam ao país enfrentar, e, como, por exemplo, lacunas que ainda existem na leis e que exigem políticas públicas para as colmatar. Sempre haverão pontualmente situações de injustiça e desigualdades que inquietem a nação e desafiam e interpelem. Mas Cabo Verde continua incessantemente à procura de soluções para melhorar esses quadros. Liberdade de expressão. Não constam problemas preocupantes ligados a eventuais bloqueios ao exercício da liberdade de expressão. Não tem havido notícias de violação desse direito constitucional nas suas diversas formas de expressão, nem censura direta de qualquer espécie. Pelo contrário, determinados espaços livres têm permitido o exercício vibrante das diversas formas de expressão e de opinião, por vezes ultrapassando o limiar da fronteira entre a promoção da liberdade de expressão e da opinião e proteção da honra e imagem. Liberdade de informação e liberdade de imprensa. Cabo Verde tem-se mantido também entre os 30 melhores posições do ranking mundial de liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras, tendo registrado de 2022 para 2023 uma subida de 3 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa. Passou da posição 36 para a posição 33, num total de 180 países avaliados. Cabo Verde é citado no ranking mundial de liberdade de imprensa como um país que se destaca na região pelo ambiente de trabalho dos jornalistas, onde a liberdade de imprensa é garantida pela Constituição. Liberdade de reunião e manifestação. Não existem relatos ou denúncias de violação do direito de reunião e manifestação em Cabo Verde. Proteção dos direitos das crianças. A Constituição da República de Cabo Verde consagra um conjunto relevante de direitos das crianças e dos jovens, conferindo à família, à sociedade e aos poderes públicos o dever de proteção com vista ao seu desenvolvimento integral. Direitos das mulheres. Cabo Verde tem de fazer esforços contínuos para analisar a situação das mulheres em todas as esferas da vida e identificar áreas de persistência da desigualdade. Destacamos aqui a Lei da Paridade, aprovada pelo Parlamento em 2019, que define 40% como limite mínimo de representação de ambos os sexos nas listas para os órgãos eletivos, tendo sido eleitas 27 mulheres no universo dos 72 deputados no Parlamento, ou seja, corresponde a 37,5%. Por outro lado, na composição do atual governo, contabilizam-se 9 mulheres num eleito de 27, ou seja, 33,3%. Direitos das minorias étnicas e imigrantes. A Constituição da República de Cabo Verde converge com os grandes princípios internacionais no que tange à discriminação racial e aos direitos de imigrantes e de estrangeiros. Assim sendo, qualquer cidadão imigrante em Cabo Verde usufrui dos mesmos direitos fundamentais que os cabo-verdianos, salvo pontuais exceções, nomeadamente no que se refere a alguns direitos políticos. Estado de implementação dos programas e dos projetos comunitários. Para o caso de Cabo Verde, a integração terá que ser feita através de melhorias nas ligações marítimas e aéreas. Realçar que a Companhia de Aviação Pan-Africana Sky iniciou as ligações aéreas entre a capital do país, Cidade da Praia e Dakar, no dia 3 de junho de 2022, com 3 ligações semanais, melhorando consideravelmente a conectividade de Cabo Verde e os nossos países continentais. Também as companhias Air Senegal e Transair realizam vários voos semanais para a Cidade da Praia de Dakar, além da Air Marrocos, que liga a praia a Bissau e Casablanca. E desde o dia 6 de julho de 2023, a Air Senegal realiza 2 voos semanais entre Dakar e a Ilha do Sal, em Cabo Verde.
Cabo Verde aprovou em março de 2003 no Parlamento o tratado que em 2017 criou o corredor rodoviário da Cara-Abidjan, projeto multimodal de 3.164 km, que passa a incorporar a componente marítima Praia da Cá também, de 500 km. Trata-se, portanto, de uma iniciativa transcendental de importância para os Estados e respectivos povos da CDO. A conectividade adequada permitirá aos países desenvolver intercâmbios rentáveis e alavancar oportunidades nacionais e regionais e globais. A transição energética, portanto, aqui falamos de energias renováveis, que já era uma prioridade em Cabo Verde, ganhou ainda maior protagonismo na sua agenda, uma vez que estamos a dar um tempo de guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, com consequências de alta no dólar, subida do preço do petróleo, veio mostrar o quão vulnerável e exposto está o país a esse duplo choque externo relativamente ao custo das energias. Por isso, a promoção de energias renováveis como alternativas aos combustíveis fósseis vai ser de forte aposta e prevemos chegar a uma meta de 50% nos próximos anos. Para tal, contribui o Centro de Energias Renováveis de Eficiência Energética SEDNI, sediado na Cidade da Praia, no quadro da Briga Regional da CDO. Situação económica e social. Cabo Verde enfrenta constrangimentos estruturais que dificultam o seu desenvolvimento económico, nomeadamente o pequeno mercado interno, a dispersão territorial, somos ilhas, o elevado custo dos transportes de energia e água, agravados pela elevada dependência de insumos externos, combustíveis, alimentos, mercadorias, bens intermediários, e das finanças, que falamos das remessas de migrantes, investimento direto externo, empréstimos externos, ajuda oficial ao desenvolvimento, entre outros. Financiamento da economia. O Governo continua a enviar esforços no sentido de promover melhorias nas condições de financiamento da atividade produtiva e a captação e retenção de investimento externo direto, de incentivos às exportações e desenvolvimento do turismo. Para acomodar este desenvolvimento do país, um montante importante destina-se a garantir o funcionamento da administração do Estado, bem como alguns projetos de investimento, sendo que uma grande fatia se destina à área social. Refira-se que em 2020 e 2021 o Estado recorreu a empréstimos donativos para financiar os impactos negativos da pandemia. Neste contexto, o financiamento dos custos da pandemia foi possível graças à contenção das despesas de funcionamento e do recurso ao financiamento externo. Para o ano de 2022, o Governo considerou que os cabo-verdianos deveriam participar no financiamento dos custos da crise sanitária. Assim sendo, estes custos deveriam ser cofinanciados para a sociedade cabo-verdiana através da eliminação progressiva da isenção total dos direitos de importação, do reforço da tributação alimentar e da saúde, e o alargamento da base tributária, com a implementação do imposto sobre o comércio eletrónico. 2023 passa a ser um ano que sofre, apesar de ser um ano que sofre as consequências de anos de crises consecutivas, de instabilidade internacional, de duas guerras, de alta inflação mundial e altas taxas de juros, é mais um ano de retoma da economia cabo-verdiana após a Covid, assim como será o ano de 2024. Evolução da economia em contexto de crise. Os principais motores da economia são os serviços turísticos, que representam 25% do PIB, 75% do investimento direto estrangeiro e 39% dos empregos. O investimento direto estrangeiro e as remessas dos nossos imigrantes. São esses os principais motores da nossa economia. Devido à elevada dependência da sua estrutura produtiva dos setores de serviços, em especial o turismo e os transportes, bem como a dependência do investimento direto externo, o crescimento de Cabo Verde tem-se demonstrado altamente vulnerável a fatores externos flutuantes e a choques globais. Esses fatores de vulnerabilidade exacerbaram o efeito da Covid-19 e levaram a um impacto socioeconómico entre os mais altos do mundo. Com efeito, em 2020, a economia de Cabo Verde regrediu em mais de 9%, configurando-se entre os países mais afetados pela pandemia da Covid. Como consequência, no total, quase 20 mil pessoas perderam o emprego e 21.300 foram para a inatividade. Em 2021, os impactos da pandemia continuaram a afetar o país, não obstante a economia ter se recuperado comparativamente ao ano anterior. Em 2022, também se fez sentir na balança corrente os impactos da pandemia,
e da tensão geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia. A moderação no crescimento da atividade económica global e, em particular, dos principais parceiros económicos do país, determinada pelos efeitos adversos da guerra na Ucrânia, em particular pela alta inflação, pela normalização progressiva das políticas monetárias, pelo aumento da incerteza, foi parcialmente compensada pelo levantamento das restrições relacionadas com a pandemia da Covid-19, pelos efeitos positivos do arrastamento do processo de recuperação da crise da pandemia iniciado em 2021, com a reabertura da economia e pela forte recuperação do turismo, sobretudo nos países do sul da área do euro. Importa ainda realçar o aumento das remessas migrantes em 29,6% desde o início da pandemia, relevando-se uma importante solidariedade para com as famílias em tempos de crise, especialmente as mais vulneráveis. Apesar do enquadramento externo menos favorável, a performance da economia nacional em 2022 foi bastante positiva, registrando, segundo o Instituto Nacional de Estatística, um crescimento do produto interno bruto acumulado em relação ao ano anterior, de 2021, portanto, 17,7%, o que corresponde a um máximo histórico, após o aumento de 6,8% em 2021, que foi precedido de uma diminuição histórica em 2020, como já tínhamos dito. Segundo o Governo, com o Orçamento de Estado de 2023, que prevê um crescimento económico de 4,8%, este orçamento coloca as pessoas no centro das prioridades e reconhece os jovens como fator determinante para o desenvolvimento, protege as famílias, com especial foco nos mais vulneráveis e apoia as empresas, como principais agentes de geração da riqueza e rendimento, tendo sempre em vista o processo de construção de resiliência e sustentabilidade. Cabo Verde já recuperou da contração económica registrada em 2020, com o desemprego e a pobreza a diminuir e o PIB per capita a aumentar de 2.924 dólares em 2020 para 5.248 dólares em 2023. Por sua vez, o Orçamento de Estado para 2024 pretende continuar com o caminho da reforma económica com confiança, protegendo as pessoas do país. Assim, prevê um crescimento económico de 4,7%, superior ao previsto para as economias emergentes e em desenvolvimento. Promoção da inclusão social e combate à pobreza. O Estado de Cabo Verde considera o desenvolvimento social um elemento incontornável de estratégia de desenvolvimento do país e coloca como sua primeira prioridade o combate às desigualdades sociais. Nesse sentido, a política social assume-se como promotora da dignidade da pessoa humana e da sua autonomia, com um país inclusivo pela via do emprego, dos rendimentos e da educação. Cabo Verde enfrentou um elevado nível de pobreza agravado pela pandemia da Covid-19, seca severa e guerra na Ucrânia. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de pobreza em 2022 situou-se em 20,1%, ainda acima dos níveis pré-pandemia de 2019, sendo, no entanto, que comparativamente a 2020, que foi de 31,3%, houve uma redução. Já neste ano, portanto 2023, está a haver uma redução ainda maior, bastante significativa mesmo, pois a pobreza global situou-se em 22,1% e 20,2% no primeiro e segundo trimestre, respectivamente. O Governo está a trabalhar para eliminar a pobreza extrema, 11,8% e 9,4% no primeiro e segundo trimestre deste ano, respectivamente, e reduzir a pobreza absoluta até 2026, para termos um país mais inclusivo, com uma economia mais diversificada e com mais oportunidade de emprego para os jovens. Em 2022, a taxa de desemprego foi de 12,1%. Em 2020, em plena crise pandémica, a taxa de desemprego tinha sido de 14,5%. A estimativa da taxa de desemprego para 2023 é de uma redução para 8%, aliás, para este ano de 2023, é de uma redução para 8,7%, ou seja, uma taxa de desemprego de um dígito. A previsão para 2024 é ainda mais baixa, 8,2%. O Estado de Cabo Verde tem apostado bastante no empreendedorismo, capacitando os empreendedores, financiando os projetos, em regra, e pequenos negócios protagonizados por jovens e mulheres, que tem sido uma forma de gerar autoemprego e rendimento familiar. Estado de implementação dos critérios de convergência macroeconómica. Para o Estado de Cabo Verde, a integração económica constitui um fator determinante para a estabilização política e social da região oeste africana. Assim, Cabo Verde defende a ideia de a CDO se centrar nos objetivos de uma maior cooperação económica e comercial entre os Estados que a compõem. Este pressuposto requer esforços na estabilidade macroeconómica e consolidação fiscal.
Cabo Verde enfrenta o grande desafio da consolidação económica e fiscal para conter as vulnerabilidades macroeconómicas face aos efeitos das crises. Mas as autoridades estão comprometidas em trabalhar na consolidação económica e fiscal a médio prazo e em colocar o ratio de dívida em relação ao PIB numa tendência decrescente. A dívida pública retomou a trajetória descendente, 151,2% em 2021, por causa da Covid, 128,3% em 2002, portanto uma grande descida, e com estimativa de 114,7% para este ano de 2023. E previsão de 110,5% do PIB para 2024. Uma trajetória inequívoca de redução de dívida de 150,2% em 2021 para uma previsão de 110,5% em 2024. O país tem conseguido cumprir as suas obrigações junto dos parceiros internacionais, apesar do elevado nível do serviço da dívida. O crescimento económico é uma das soluções do Executivo para fazer baixar o peso da dívida pública. Por outro lado, o Governo quer aumentar a base tributária, de modo a arrecadar mais receitas fiscais, com hoje incidirem sobre 22% do PIB. A inflação global atingiu excepcionalmente 7,9% em 2022. Foi de 1,9% em 2021. Portanto, foi uma grande subida por causa da pandemia. Isso após o surgimento das pressões inflacionistas alimentadas pelos elevados preços internacionais do petróleo e dos alimentos e pelas perturbações da cadeia do abastecimento global, como já disse, a pandemia e a guerra na Ucrânia. Mesmo assim, a massa salarial cresceu 8,8% entre 2022 e 2023 e crescerá 10,4% em 2024. Portanto, o crescimento da massa salarial foi superior ao crescimento da inflação. A inflação, que atingiu fortemente o país em 2022, como já tinha dito, tem reduzido. A estimativa para 2023 é que reduza para 5,4% e a previsão para 2024 é que seja apenas de 2,8%. Portanto, uma normalização da inflação em Cabo Verde pós-pandemia. Prevê-se que em 2023 o estoque das reservas nacionais líquidas do país aumente em torno dos 8 milhões de euros, garantindo 6,3 meses de importações de bens e serviços projetados. O déficit fiscal diminuiu para 3,8% do PIB em 2022, apoiado pelo forte desempenho económico e pelo aumento das receitas fiscais. O Governo pretende promover a consolidação fiscal gradual a médio prazo, orientada para as receitas, que inclui uma melhor gestão dos recursos fiscais, mobilização de receitas e diminuição das medidas de choques excepcionais. Ambiente e alterações climáticas. Eventos externos como a seca e as precipitações esporádicas de natureza torrencial têm sido cada vez mais frequentes, indiciando o impacto das mudanças climáticas. Cabo Verde, como um pequeno país insular de rendimento médio-baixo, os efeitos e o impacto das mudanças climáticas têm mais a cuidado. Ambiente e alterações climáticas são dois pontos importantes da agenda do Governo e, por isso, este ano tiveram um destaque no segundo de 2023 com a introdução do Pilar Ambiente e, pela primeira vez, a proposta do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 22-26 do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, que compreende 3 programas, nomeadamente Ação Climática e Resiliência, Água e Saneamento e Ambiente, Biodiversidade e Geodiversidade. Na mesma linha, o Orçamento de Estado para 2024 faz uma forte aposta em investimentos na transição energética, mobilidade elétrica e eficiência energética, nomeadamente em projetos com armazenagem de energias renováveis, pumped storage, que dará uma grande contribuição no combate à dependência energética, ou ainda o Programa de Incentivos para a Mobilidade Elétrica, que tem como objetivo principal a substituição gradual do parque atual de veículos equipados com motores térmicos, portanto gasolina ou gasóleo, por veículos elétricos limpos sem emissão de gases de efeito de estufa até 2050. Por outro lado, Cabo Verde reforçou o Fundo Nacional de Emergência para responder a intervenções extraordinárias resultantes de catástrofes naturais e fenómenos meteorológicos extremos, que, como se sabe, têm acontecido com maior frequência um pouco por todo o planeta. Por fim, Cabo Verde celebrou um acordo de transformação da dívida bilateral com Portugal em financiamento climático, ambiental e azul. Espera ter engajamento de mais parceiros. Trata-se de uma importante inovação a nível mundial. Pagamento da taxa comunitária da CDO. O país continua a envidar esforços para cumprir os seus compromissos relativamente às dívidas para com a organização, estando à procura de uma solução apropriada para o problema em preço.
Nesse âmbito, o Governo acordou com o Presidente da Comissão da CDO em como, a partir de janeiro de 2024, Cabo Verde começará a regularizar a sua situação relativamente ao pagamento da taxa, do produto da taxa, e querá propor um plano de reembolso dos pagamentos em atraso. A CDO foi sempre guiada por princípios reguladores fundamentais, entre os quais destacamos o princípio da solidariedade. Por isso, queremos que os Estados-membros devem ter em consideração esse princípio ao analisar o caso de Cabo Verde, bem como a sua especificidade. Atividades de sensibilização realizadas pelos deputados. Continuamos a intensificar as nossas atividades de sensibilização sobre a CDO. Os deputados têm executado uma agenda estratégica de comunicação junto dos médicos do nosso país. Temos tido encontros com o Governo, com o Presidente da República, em que falamos de várias questões da CDO, nomeadamente a questão do pagamento das taxas da CDO. Temos um site, temos a nossa página no Facebook, Deputados de Cabo Verde na CDO. Portanto, estamos a executar a nossa agenda de sensibilização sobre a CDO. Tá? De uma forma muito resumida, este é o Relatório de Cabo Verde. Muito obrigado. Merci. Thank you. Thank you very much, Honorable Senegal. Okay. Assalamu alaikum. Excellences, Monsieur le Président du Parlement de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence des présidents, chers collègues, députés parlementaires de la CEDEAO, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Directeur des affaires parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du personnel, en vos rangs des qualités, je vous salue au nom de la délégation du Sénégal au Parlement de la CEDEAO. Je vous nomme au nom des collègues l'honorable Woreza, l'honorable Adama Silla, l'honorable Ibrahim Baba Sall, l'honorable Suleiman Doy et l'honorable Aimé Hassim, notre leader et chef de délégation, ainsi qu'à mon nom propre. Chers collègues, je voudrais sacrifier à une tradition. Mais auparavant, je voudrais vous demander une urgence, parce que je ne vais pas tout lire. Ce serait non seulement fastidieux, mais long, pour ne pas dire redondant, car chacune et chacun d'entre vous, à sa langue de travail, a en possession le document dans son intégralité et dans tous les détails. Le plan est le même partout. Donc, je me contenterai, au vu de ce que notre séance d'aujourd'hui a été perturbée par des questions qui ne sont pas inscrites à notre jour, mais qu'on était obligé d'aborder. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas de notre volonté. C'est donc avec un réel plaisir et une fierté immense que j'ai l'honneur de me présenter devant cette auguste assemblée communautaire pour m'acquitter du devoir de présentation du rapport pays sur le Sénégal. Le rapport pays de l'année 2023 s'inscrit dans un contexte politico-judiciaire et économique après les différents chocs exogènes qui ont eu des conséquences néfastes sur toute la sous-région. Mais avant d'aborder le sujet conformément au sommaire défini par notre institution, je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance à tous les collègues constituant la délégation Sénégal et de rendre un vibrant hommage au président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Dr Amadou Mame Diop, pour son accompagnement. Dans ce même registre, je voudrais avec vous exprimer notre gratitude
et de notre haute estime à l'endroit de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour son rôle et son leadership pleinement joué par notre pays et qui a contribué à l'assise institutionnelle de notre communauté, symbole de notre engagement dans l'intégration sous-régionale. Je voudrais avec vous aborder la situation politique, notamment dans le cadre du dialogue politique. Chez nous, au Sénégal, nous avons toujours pensé que le dialogue, la démocratie est consubstantielle au dialogue. Le dialogue initié donc par le président Macky Sall était lancé le 31 mai 2019 déjà. Il s'agissait là de l'expression d'une volonté du chef de l'État de faire du dialogue une exigence démocratique qui engage les différentes composantes de notre société. La cérémonie d'ouverture du dialogue national a vu la participation de toutes les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, secteur informel, patronat, organisations d'agriculteurs, de pêcheurs, de pasteurs, chefs religieux, notabilités coutumières, société civile, acteurs culturels, organisations féminines, organisations de jeunesse, et j'en passe. Le dialogue revêt un caractère national. Il est à la fois un instrument d'analyse au fin d'un diagnostic précis et un outil de préservation, de consolidation et de promotion de notre modèle démocratique dans le cadre de notre vivre ensemble. Il est aussi notre commun vouloir de vie commune au sein d'un espace géographique animé par des hommes et des femmes décidés à s'y mouvoir solidairement dans le strict respect des lois et règlements de la République. Alors, j'en viens à la question des élections. L'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal suscite un intérêt particulier parmi les acteurs politiques et la population. L'administration en charge du scrutin et les quartiers généraux des partis politiques et des coalitions sont déjà en effervescence, notamment après avoir traversé la phase de la révision exceptionnelle des listes électorales. Le processus du parrainage des candidats est en cours. Comme en 2019, les déclarations de candidature sont très importantes. Déjà, tenez-vous bien, il y a 261 Sénégalaises et Sénégalais qui ont l'intention de briguer la magistrature suprême. Mais nous avons un système électoral qui met et promeut un filtre qu'on appelle parrainage. Et certaines décisions de justice pourraient aussi avoir raison sur certains d'entre ces candidats. Les opérations de parrainage ont débuté depuis le 27 septembre 2023 et ces opérations s'étaleront au terme de la loi sur 2 mois. Selon un arrêté du 25 septembre 2023, le ministre de l'Intérieur a précisé les critères relatifs au parrainage. Ainsi, un candidat peut soit rassembler entre 44 231 et 58 975 soutiens d'électeurs, ce qu'on appelle le parrainage citoyen, ou alors ce qui équivaudrait à une fourchette qui va de 0,6% à 0,8% du total des électeurs inscrits, avec une répartition géographique imposée d'au moins dans cette région du Sénégal. À côté de ce type de parrainage, il y a un autre qui permet à un candidat réunissant 13 députés
qui signe son parrainage d'être en mesure de continuer dans la course. Troisième possibilité, c'est pourquoi au Sénégal, le type de parrainage qu'il y a, on l'appelle un parrainage optionnel. Il y a que les exécutifs territoriaux, c'est-à-dire les maires et le président du département, peuvent aussi parrainer. Pour ce type de parrainage, il est requis 120 signatures de chefs d'institution territoriale. Le Conseil constitutionnel sera en charge de vérifier la conformité des signatures une fois cette étape franchie et il rendra publique la liste officielle des candidats retenus. J'en viens aux autres faits politiques majeurs. Pour la première fois, chers collègues, dans l'histoire de notre pays, le Sénégal, une présidentielle se déroulera sans que le chef de l'État sortant soit candidat lui-même à sa propre succession. En effet, le 3 juillet 2023 est une date qui marquera de manière indélébile l'histoire du Sénégal et sans aucun doute l'histoire de la communauté. La symbolique n'est pas tant dans la décision d'un président républicain qui, au-delà des textes, décide de respecter l'esprit de la Constitution et la parole donnée, mais plutôt dans un tout autre cataclysme que cette décision engendrerait au sein de l'environnement politique sénégalais. Depuis que nous avons une Constitution qui indique que nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs, c'est la première fois qu'on a un président qui aurait pu faire comme son professeur, mais qui, par pudeur, par vertu, par grandeur, par respect à son pays et à la stabilité de son pays, a décidé de ne pas être candidat. Nous l'en remercions et nous saluons cet acte de grandeur qui a mis à l'aise tous les démocrates. Je dis pas seulement de la CEDEAO, mais de l'Afrique et du monde entier. Voilà donc tout l'enjeu qui transparaît dans ce qui apparaît comme un rendez-vous tant attendu. Notre pays va changer de paradigme. Il s'agit d'aller au-delà des intérêts crypto-personnels, de se mobiliser pour apporter des projets de société qui vont permettre de construire ce Sénégal que nous voulons tous par le bien-être de nos populations. C'est justement en y arrivant qu'on donne à cette date du 3 juillet la dimension qu'elle mérite dans l'histoire du Sénégal. L'affaire judiciaire Ousmane Sonko se poursuit. Il s'agit là d'un opposant sénégalais qui a été arrêté, accusé d'appel à l'insurrection et d'autres crimes et délits et qui a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt depuis le lundi 31 juillet 2023. La liste des charges retenues contre lui comprend l'appel à l'insurrection, l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'état de droit, ainsi que d'autres chefs d'accusation. Son parti politique, le PASTEF, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels, ce qui a entraîné de lourdes conséquences, induisant de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés, ainsi que des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. Les dernières en date sont les graves troubles à l'ordre public enregistrés au cours de la première semaine du mois de juin 2023, après ceux du mois de mars 2021. Suite à ces événements, qui constituent un sérieux et constant manquement aux obligations des partis politiques, et conformément aux dispositions de l'article 4 de la Constitution et de l'article 4 de la loi numéro 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques modifiés
par la loi numéro 89-36 du 12 octobre 1989, le parti politique PASTEF est dissous par décret numéro 2023 1007 du 31 juillet 2023. Autre acte posé par la réhabilitation de M. Karim Wade et M. Khalifa Sall en vue de la présidentielle de 2024, conformément aux conclusions du dialogue national dont j'ai parlé tout à l'heure. La situation sécuritaire m'amène à vous dire que le Sénégal bénéficie d'une stabilité politique, mais se trouve dans un environnement sous-régional marqué par une instabilité et des défis sécuritaires. Le pays a amélioré son classement suivant l'indice de stabilité politique et d'absence de violence terroriste de la Banque mondiale, passant de moins 0,28 en 2021 à moins 0,17 en 2023, avec sur une échelle de moins 2,5 à 2,5, soit toutefois, sur le plan sécuritaire, des poches de vulnérabilité subsistent à côté des frontières de pays comme le Mali, la Guinée-Bissau et la Gambie, avec la région Casamance, cela en raison de notre très forte volonté de promouvoir la libre circulation des biens, des personnes et des services. Les mesures spécifiques pour la lutte contre le terrorisme, notamment en nous adressant sur la loi et les institutions ou agences spéciales. Le 3 janvier 2018, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, transposant la directive numéro 02/2015/CM/UEMA, donc la Commission, relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l'UEMA, et cela a donné lieu à l'adoption de la loi numéro 2018 du 3 2018-03 du 23 février 2018 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui a abrogé et remplacé la loi numéro 2004-09 et la loi numéro 2009-16 afin de mettre en place une stratégie nationale de lutte contre ces fléaux. Il s'y ajoute que pour être plus efficace dans l'exécution des décisions de justice, le régime de saisie et de confiscation a été sensiblement amélioré avec la création d'une structure qui s'appelle l'Office national pour le recouvrement des avoirs criminels, l'ONRAC, spécialement dédié à cette mission. Il convient également de signaler que, compte tenu du caractère transnational de la criminalité organisée, le Sénégal a négocié et signé entre 2020, 2021 et 2022 des accords de coopération judiciaire avec le Mali, la France, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Niger. Et je voudrais, chers collègues, avec vous, passer directement sur d'autres questions, le reste étant entre vos mains. Il s'agit pour nous d'évoquer avec vous les autres menaces ou situations de menaces d'ordre sécuritaire. L'accalmie notée relativement au conflit avec le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC, a été consolidée en 2023 avec l'opération lancée par l'armée sénégalaise dans le nord de Bignona pour démanteler les bases rebelles du MFDC à profit et à proximité de la frontière avec la Gambie. Ça nous a permis de lutter contre l'exploitation forestière illégale et le trafic de bois.
En août 2023, le Sénégal a signé un accord de paix préliminaire avec une faction du MFDC, lequel accord prévoyait un désarmement du groupe rebelle et la possibilité pour les personnes réfugiées de rentrer chez elles, ce qui est de plus en plus le cas. La situation des droits de l'homme, vous avez vu ce qui est dit dans le cadre réglementaire législatif. Ensuite, vous avez vu la situation dans le cadre du rapport que vous ai présenté, la situation sur les libertés publiques. De même, l'état de fonctionnement de la Commission et de l'Agence nationale en charge de ces questions. Tout comme le rapport vous renseigne sur l'état des respect et de promotion des libertés et des droits fondamentaux, c'est-à-dire liberté de la presse, liberté d'opinion, droit de réunion et de manifestation. Je voudrais aussi vous signaler que sous ce chapitre-là, la situation et les mesures spécifiques relatives sont, petit a, la protection des droits des personnes handicapées ou vivant avec un handicap, petit b, la promotion des droits de la femme et petit c, la protection des droits de l'enfant. Vous pouvez vous-même lire exactement en la langue qui vous convient ce que notre rapport indique. Le petit d renseigne sur la situation des réfugiés et autres apatrides. Ce n'est pas une invention. Vous savez très bien qu'avec la proximité de la frontière avec un pays comme la Mauritanie et les problèmes qui sont vécus dans la sous-région, nous avons des cas de personnes déplacées, réfugiées ou apatrides. J'en viens au point 4 qui est relatif à la situation sanitaire. Depuis, dans le but d'assurer la veille permanente pour la détection précoce des maladies à potentiel épidémiologique, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place 22 sites de surveillance épidémiologique sur l'ensemble du territoire national. Ce dispositif est dénommé Réseau de surveillance sentinelle CIR dronique au Sénégal, avec des drones qui essaient de capter l'air et de vous constater ce qui se passe. Nous veillons. Nous ne voulons pas que ce qui nous avait surpris avec la Covid nous arrive, ni ce qui avait eu lieu avec la maladie à Ebola. Donc, je passe sous économie le reste des écrits que vous avez dû lire parce que ce document, contrairement à nos amis du Nigeria et de Cabo Verde, il a duré avec vous plus que ces documents-là. J'en viens à l'état de mise en œuvre des textes communautaires, notamment le point relatif au protocole sur le prélèvement communautaire. Le Sénégal applique le prélèvement communautaire de la CEDEAO depuis 2013, date de son entrée en vigueur. Les états récapitulatifs des liquidations, recouvrements et reversements sont transmis régulièrement à la commission de la CEDEAO. Je pense que le président de la commission peut en témoigner. Les montants collectés sont également reversés mensuellement je dis, dans le compte dédié à cet effet au sein de la BCAO et ouvert à la BCAO même. Cette année, la mission technique de la commission de la CEDEAO prévue au Sénégal au mois d'août avait été reportée à une date ultérieure. Néanmoins, le rapprochement établi par la commission a fait ressortir pour les arriérés de contributions cumulées un montant de 6 milliards 879 millions 382 876 francs à la date du 30 septembre 2023. De janvier à septembre, pour l'État du Sénégal, les liquidations se chiffrent à 13 milliards, tenez-vous bien, donc là on parle de 6 milliards, ici c'est 13 milliards, contre des reversements cumulés sur la même période de 13 milliards 294 millions 721 300 francs. En outre, faisant le point sur le total des liquidations depuis la mise en œuvre des prélèvements communautaires en 2003 et les montants effectivement reçus par la Commission a relevé un solde cumulatif
non recouvrés, je répète, solde cumulatif non recouvré de 8 374 696 unités de compte. Ce qui pourrait expliquer les raisons suivantes. 1. Le non-recouvrement des liquidations faites sur certains produits passés en dépôt et ensuite vendus aux enchères par la douane. 2. Le non-recouvrement des liquidations faites dans le cadre de certaines conventions signées avec des partenaires et classées en crédit fictif. Le non-recouvrement des liquidations faites sur les produits dans les conditions de dette croisée entre États et certaines entreprises. Cinquièmement, donc, à l'endroit de la République du Sénégal. Pour le Sénégal, les mêmes recommandations ont été reconduites. Le régime indûment exonéré des prélèvements communautaires, à ce titre, le Sénégal doit prendre des dispositions pour respecter le protocole en matière d'exonération conformément à l'article 5. Deuxièmement, les montants des exonérations indues est de 4 587 321 863 francs CFA sur les produits pétroliers. Cela constitue une dette dont le Sénégal doit impérativement s'acquitter. Troisièmement, pour éviter un mauvais usage des régimes sur les exonérations et permettre d'avoir une image fidèle des opérations douanières sur la liquidation des prélèvements communautaires, une révision en profondeur des régimes douaniers doit être envisagée. Voilà ce que nous pensons que le Sénégal doit faire. À l'endroit de la commission de la CEDEAO, à l'issue des missions techniques effectuées sur l'année 2023, il a été formulé des recommandations transversales suivantes. 1. Procéder à la création d'un régime harmonisé d'exonération du prélèvement communautaire sur les équipements militaires pour éviter un traitement au cas par cas de ces faits. Un tableau vient illustrer le bien fondé de ce que je viens de dire. Je voudrais donc continuer avec les recommandations à l'endroit de la CEDEAO, la Commission, rendre plus régulier les missions de prélèvement communautaire dans les États membres pour un meilleur suivi de l'application du protocole et une mobilisation adéquate des ressources de la communauté en impliquant les parlementaires des différents pays. Envisager l'interconnexion des douanes des États membres pour limiter les fraudes et accroître les ressources de la communauté. Troisièmement, travailler à l'harmonisation des textes sur le prélèvement communautaire de la CEDEAO et du prélèvement communautaire de l'UEMOA, surtout en ce qui concerne les produits pétroliers. Relativement au protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, les autorités sénégalaises attachent du prix à l'application stricte des dispositions du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit d'établissement et de résidence, qu'elles soient considérées comme l'un des principaux piliers de l'intégration africaine. C'est dans cet esprit que sont mis en œuvre les 10 protocoles ainsi que les autres textes communautaires qui le comprennent, comme la décision relative au passeport de la CEDEAO et l'établissement partout dans l'espace de la CEDEAO de la carte d'identité biométrique. Le Sénégal est cité en exemple parmi les 6 pays de la communauté lesquels ont adopté ce document relatif au passeport et à la carte d'identité biométrique. Sur l'état de ratification des textes communautaires, le Sénégal a toujours eu comme objectif de ratifier l'ensemble des textes communautaires. Plus de 55 textes ont été ratifiés à ce jour et qui a permis au Sénégal d'être parmi les premiers États membres à être à jour. Cette dynamique reste constante dans la mesure où les élus que nous sommes, les parlementaires, portent ce plaidoyer
pour la ratification des textes de manière continue, même si le consensus est parfois difficile à obtenir dans le contexte politique actuel, avec vraiment des positions tranchées confrontées de moment par moment. Il est donc important de souligner que le Sénégal est en phase avec l'essentiel des textes communautaires. La lutte contre la corruption et le blanchiment de l'argent, je vous laisse lire le document qui est, étant entendu que le Sénégal abrite aussi le siège du IABA et l'OFNAC, ainsi que d'autres entités créées, travaillent à cela. Pour ce qui est de l'état de mise en œuvre des programmes et projets communautaires, je pense que les commissaires nous en renseignent à chaque fois que nous les rencontrons, et je voudrais saluer l'augmentation envisagée du budget de la cellule genre, du centre genre basé à Dakar, comme l'autorisation spéciale que la est donnée de procéder à des recrutements cette année-ci. Sur le plan infrastructure, je voudrais, avec votre permission, vous dire que nous avons dans le rapport l'ensemble des réalisations qui ont été faites, qui ont une portée nationale, mais qui ont également un impact structurant dans le cadre de l'intégration africaine, et vous voulez le voir dans la page 12, où à la fin, vous avez le programme de libéralisation des échanges sur la CEDEAO, qui fait l'objet d'un traitement dans notre rapport pays, et la mise en œuvre également de la politique agricole commune, l'ECOWAS. De même, le projet des infrastructures locales, à la page 13, est bien renseigné avant qu'on ne traite de la situation économique et de l'état de la gouvernance macroéconomique au Sénégal. À ce niveau, je voudrais dire que s'agissant de l'état de convergence macroéconomique au titre de l'année 2022, le Sénégal a respecté tous les critères, à l'exception de ceux relatifs au déficit budgétaire et à l'inflation moyenne annuelle. La situation se présente comme suit. Critère primaire. Le déficit budgétaire, 1% du PIB, contre 6,3% en 2021. Le taux d'inflation moyen annuel est ressorti à 9,7% contre 2,2% en 2021, soit un peu au-dessus du seuil de 5% fixé par le pacte de convergence et de stabilité macroéconomique. Troisièmement, les réserves de change sont estimées à 4,2 mois d'importation des biens et services, respectant ainsi le minimum de 3 mois. Aucun financement de déficit budgétaire n'a été contracté auprès de la Banque centrale au cours de l'année 2022 et sur les critères secondaires, l'encours de la dette publique du Sénégal, de l'administration centrale budgétaire est ressorti à 68,2% du PIB, respectant ainsi le seuil de 70% retenu dans le cadre du pacte de convergence et de stabilité macroéconomique entre les États membres de la CEDEAO. En ce qui concerne la variation des taux de change nominal moyen du CFA par rapport à l'UCAO en 2022, il s'établit à 5,0%, étant ainsi dans la norme des plus ou moins 10%. Les perspectives, il y a une forte relance économique qui a été enregistrée en 2023. Et malgré les ralentissements en 2022 par des chaos, des chocs extérieurs, mais les perspectives sont favorables avec le drainage attendu, le démarrage attendu de la production des hydrocarbures au Sénégal. En effet, la croissance économique a décéléré en 2022 à 4,2% contre 6,5% en 2021, en raison notamment des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, combinée aux sanctions de la CEDEAO contre des pays comme le Mali, le Burkina Faso. Ces pays, particulièrement le Mali, sont des clients principaux des exportations sénégalaises. L'année 2022 a été donc marquée au niveau record, par un niveau record de l'inflation avoisinant 10%. Malgré des efforts importants de mobilisation de recettes domestiques,
Les mesures prises par le gouvernement du Sénégal pour lutter contre l'inflation n'ont pas permis de réduire ce phénomène, mais l'actuelle équipe gouvernementale s'est promis d'y travailler pour l'année 2024, malgré que ce soit une année électorale. La situation extérieure a été de plus en plus marquée par l'élargissement des déficits du compte courant, qui est à 17,5% du PIB en 2022 contre 12,1% du PIB en 2021. En 2023, la croissance est projetée à 4,1% et le déficit budgétaire devrait baisser à 4,9%. Les perspectives à moyen terme semblent plus favorables avec la production du pétrole et du gaz qui devrait commencer bientôt et permettrait à la croissance économique de se hisser autour de 10% en 2024. Toutefois, une guerre plus prolongée en Ukraine ou une détérioration des termes de l'échange pourrait affecter ces perspectives favorables. Le Sénégal est donc également vulnérable au changement climatique, à la situation sous-régionale et à la problématique de la sécurité. Sur la période 2024-2028, le Sénégal, Inch'Allah, continuera d'ancrer sa politique budgétaire autour de la poursuite et de la mise en œuvre des réformes visant notamment l'élargissement de l'assiette fiscale, la maîtrise des dépenses fiscales et le renforcement de l'efficacité des dépenses publiques. À cet effet, le déficit budgétaire global, prévu à 3,9% du PIB en 2024, devrait se situer en moyenne à 3% pour la période de 2025 à 2028. Le taux d'inflation serait maîtrisé bien au-deçà du seuil de 5% fixé dans le cadre de la surveillance multilatérale. S'agissant des financements auprès de la Banque mondiale, le Sénégal pourra y recourir compte tenu de la réglementation en vigueur dans le cadre de l'Union monétaire ouest-africaine et en ce qui concerne la dette publique de l'administration centrale budgétaire, le taux d'endettement total devrait se situer en moyenne sur la période 2024-2028 en dessous de 70%. Je passe sur le tableau et la lutte contre la pauvreté en indiquant également que vous pouvez constater dans le document qui vous est soumis la situation du Sénégal relativement au chômage des jeunes. Et à ce niveau, je voudrais indiquer que la lutte contre le chômage, notamment celui des jeunes, a toujours été une priorité dans la lutte, dans la politique nationale du Sénégal. Malgré les efforts et solutions apportés par les différents gouvernements à la problématique de l'emploi des jeunes, force est de constater que l'écart entre l'offre et la demande d'emploi est toujours important, du fait notamment de la croissance démographique. Ainsi, le gouvernement s'est inscrit résolument, plus que par le passé, dans une perspective d'encadrer et de booster les efforts de développement pour permettre la création d'emplois massifs afin de résorber le chômage, en particulier chez les jeunes. Et à cet égard, le président de la République et son gouvernement ont décidé de mettre en place d'ambitieux programmes d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, baptisés Kayukaoui. Cela a été validé en avril 2021 au SICAP et avec un coût global de 450 milliards mobilisables sur 3 ans. Nous avons créé dans chaque localité, dans chaque département, un pôle emploi. Autre fait économique intéressant, la perspective est extrêmement intéressante, j'allais dire à l'échelle, avec des activités économiques qui devraient être fortes, reflétant le dynamisme du secteur secondaire et principalement la production industrielle que nous voulons davantage booster dans le cadre d'une approche chaîne de valeur. Sur l'environnement et les changements climatiques, avec la tenue en ce moment de la COP 28, je n'ai pas besoin de faire de développement, je vous renvoie à la page 16. Et pour terminer, je voudrais évoquer avec vous
des mesures spécifiques pertinentes prises en matière d'environnement et de changement climatique. En matière donc, en plus de la Commission nationale de développement durable, d'autres initiatives sont développées au Sénégal afin d'accroître la lutte contre les changements. Nous avons le budget vert qui est mis en œuvre au Sénégal et dans le cadre de la politique fiscale, ça se traduit dans le budget vert par des crédits, des déductions et des réductions d'impôts pour les entreprises contribuant à la préservation de l'environnement. 2. Il y a la mise en place de taxes spécifiques sur les biens ou matières néfastes à l'environnement. 3. Nous avons, dans le cadre de l'intégration du climat dans le processus budgétaire, nous avons indiqué dans le rapport que l'intégration du climat dans le processus budgétaire constitue pour nous, État du Sénégal, une priorité. D'ailleurs, des plans stratégiques de développement sont en train d'être révisés pour prendre en compte l'aspect climat dans tous les projets d'investissement. Et cette condition figure parmi les critères retenus dans les évaluations avant et post-projet. Mesdames et messieurs, il est temps de conclure. Ce présent rapport reflète l'ensemble du canevas défini par le Parlement de la CEDEAO et il permet d'avoir un objectif correct, clair, sans complaisance de la situation de notre pays, le Sénégal, à l'orée d'événements politiques et économiques d'une grande importance. Je parle de politique, c'est l'élection présidentielle. Je parle d'économique, c'est l'avènement du pétrole et du gaz que nous avons exploité et qui font l'objet d'une approche qui prenne en compte les générations futures. Sous ce rapport, je voudrais vous dire que notre délégation, quelle que soit sa composition plurielle, voudrait saluer la grandeur d'esprit, l'exemplarité du président Macky Sall qui, en décidant de ne pas se présenter, a sauvé le Sénégal et conforté l'esprit de paix, de dialogue qu'il y a dans notre pays. Et je vous demande à vous, dans nos interprètes auprès de vos pays, car Macky Sall a rendu non seulement des services à son pays, le Sénégal, mais il en a rendu à la communauté de la CEDEAO, et son exemplarité et son leadership est un hommage à la CEDEAO et à notre communauté. Je voudrais que, si vous en conveniez, avant la fin de notre session, que le Parlement vous décerne un hommage dans le cadre d'une résolution. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes le vidéo de Macky Sall, hein? Thank you very much. Some of the three delegations which have just presented their reports. Honorable members, the debate is now open. MPs who wish to intervene are invited to register on the intervention list. In the absence of any interventions, this is unbelievable. You mean no debate? Honorable members, I submitted 2 reports for adoption by the 3 reports for adoption by Plenary. I don't even know where you're going to say. Honorable members, the items of the agenda of our plenary session exhausted. In accordance with the work program of the ordinary session, our plenary sitting will continue tomorrow, Saturday, 2nd December 2023, from 10 a.m. in the Parliament's mini auditorium. The agenda? Okay. The agenda will include country reports from Côte d'Ivoire, the Gambia, and Nigeria. Côte d'Ivoire, the Gambia, and Nigeria. Sitting is adjourned. Under executive. Yes. I must come back.
That's it. 133 Okay. 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 Thank you. Yes. Huh? Wait, let me use your own to test that thing. Use your own to test that thing that is showing on. For the audio? No, audio. I'm picking audio from your camera, but I've not put it inside there yet. I can pick it from the camera. I'm bringing the audio from somewhere now, but I don't know. I think it's on camera. No, this camera has this one. That's your own. It's coming in now. This is John. This is just coming. Yes, this is your own. But I wanted to set this thing so that you can. From this guy, right? So we can get. Let me stop this. Because it's like he dragged the screen off, so. Yeah. Because I was not All this line. No, problem. I want to see what is showing as output. So which output is coming? Let me stop this one. Ah, thank God. First of all, get this camera now. They say I'll pay for today. Okon? Okon. It's a person who wants to use it. If I just pass it, I just try to drop it there. I said I don't get money. They feel dizzy, I need to sleep. Wait, Huh? I don't know if they come.